L'hiver de l'an 190 avant notre ère fut glacial en Asie mineure. Dans les plaines de Magnésie du Sipil, deux armées s'observaient, séparées par à peine quelques kilomètres. D'un côté, les légions romaines et leurs alliés de Pergame. De l'autre, la plus grande armée jamais rassemblée par l'Empire séleucide depuis Alexandre le Grand. 70 000 soldats, des éléphants de guerre, des chars à faux, une cavalerie redoutable. Face à eux, 30 000 Romains seulement. Les paris étaient clairs. Antiochos III, qu'on appelait le Grand, allait écraser ces Romains qui osaient franchir la mer Égée pour le défier sur ses propres terres. Rome n'était qu'une puissance italienne, après tout. Certes, elle avait vaincu Carthage et humilié la Macédoine. Mais l'empire séleucide s'étendait de la Méditerranée jusqu'aux portes de l'Inde. Antiochos avait marché sur les traces d'Alexandre. Il contrôlait des territoires immenses. Comment Rome pourrait-elle rivaliser avec une telle puissance? La réponse allait être donnée en quelques heures sanglantes, dans une plaine coincée entre le fleuve Hermos et la rivière Phrygie. Cette bataille allait redessiner toute la carte de la Méditerranée orientale. Elle marquerait la fin de l'indépendance des grands royaumes hellénistiques et l'émergence de Rome comme la superpuissance incontestée du monde antique. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter quelques années en arrière. Antiochos III n'était pas un roi ordinaire. Monté sur le trône à seulement 19 ans, en 223 avant notre ère, après l'assassinat de son frère dans des circonstances troubles, il avait hérité d'un empire en pleine déliquescence. Les gouverneurs régionaux se rebellaient. L'Égypte des Ptolémées dominait la Méditerranée orientale. Le royaume de Pergame grignotait l'Anatolie. Les satrapies orientales faisaient sécession les unes après les autres. Le jeune roi aurait pu se contenter de gérer le déclin. Au lieu de ça, il avait entrepris de tout reconquérir. D'abord, il avait écrasé les rebelles en Médie et en Perse. Puis, il avait lancé une expédition titanesque vers l'Est, une anabase qui le mena jusqu'en Bactriane et aux frontières de l'Inde. Pendant 7 ans, entre 212 et 205, il avait marché dans les pas d'Alexandre, soumettant les royaumes rebelles, ramenant ses territoires sous l'autorité séleucide. Pas totalement, bien sûr. Il avait dû accepter des compromis, transformer certains royaumes indépendants en vassaux. Mais l'essentiel était fait. Il avait repris le contrôle des routes commerciales orientales, restauré le prestige de sa dynastie. Fort de ses succès, Antiochos avait adopté le titre de Mégas Basileus, le grand roi, celui des empereurs perses Achéménides. Il ne se contentait plus d'être un roi hellénistique parmi d'autres. Il se voulait le restaurateur de l'empire d'Alexandre, et cela passait par la reconquête de l'Occident. En 198, il avait vaincu les Égyptiens à la bataille de Panion et arraché la Syrie méridionale aux Ptolémées. Puis il s'était tourné vers l'Asie mineure. Entre 197 et 196, ses armées avaient conquis les côtes anatoliennes, puis la Thrace européenne. Les cités grecques tombaient les unes après les autres. Certaines se soumettaient volontairement, d'autres résistaient et étaient prises de force. Mais toutes finissaient par reconnaître l'autorité d'Antiochos. C'est là que Rome était entrée en scène. Les Romains venaient de remporter la deuxième guerre de Macédoine. À Cynocéphale, en 197, ils avaient écrasé Philippe V et imposé leur protectorat sur la Grèce. Ils se présentaient comme les libérateurs des cités grecques, les garants de leur indépendance. Or, voilà qu'Antiochos s'emparait des cités d'Asie mineure et plantait ses armées en Thrace, aux portes de la Grèce. Les tensions montaient. Rome envoyait ambassade sur ambassade. Ses exigences étaient claires. Antiochos devait se retirer de Thrace, cesser de menacer les cités grecques d'Asie mineure. Le roi séleucide refusait. La Thrace et l'Anatolie lui appartenaient de droit. Ces territoires avaient été séleucides sous ses ancêtres. Il ne faisait que restaurer l'ordre légitime. De quel droit Rome, une puissance occidentale, s'immisçait-elle dans les affaires de l'Orient hellénistique? Ce qui aggravait les choses, c'était la présence d'Hannibal à la cour d'Antiochos. Le vieux général carthaginois, l'homme qui avait failli détruire Rome, avait fui Carthage en 195 pour échapper à une extradition. Il s'était réfugié auprès du roi séleucide. À Rome, cette alliance sonnait comme une menace existentielle. Hannibal conseillait-il Antiochos? Préparait-il une nouvelle guerre contre Rome? La crise avait éclaté en 192. La Ligue étolienne, frustrée de ne pas avoir été récompensée après avoir aidé Rome contre la Macédoine, s'était retournée contre ses anciens alliés. Les Étoliens avaient invité Antiochos à intervenir en Grèce. Le roi avait accepté, débarquant avec 10 000 hommes seulement. Il s'attendait à ce que toute la Grèce se rallie à lui. Erreur tragique. Les cités grecques, échaudées par des décennies de guerre, préféraient la tutelle romaine aux promesses d'un monarque oriental.
Pire encore, Philippe V de Macédoine, qu'Antiochos espérait rallier, avait choisi le camp romain. La campagne de Grèce fut un désastre. En avril 191, aux Thermopyles, les Romains avaient écrasé l'armée d'Antiocho. Le roi avait dû fuir honteusement vers l'Asie, laissant derrière lui ses alliés étoliens. Rome contrôlait désormais fermement la Grèce, mais elle ne comptait pas s'arrêter là. Pour frapper Antiochos au cœur de son empire, Rome devait traverser la mer Égée. Or, les Séleucides disposaient d'une flotte puissante. Antiochos avait confié le commandement naval à Hannibal lui-même, espérant que le génie militaire du Carthaginois ferait la différence. Une série de batailles navales allait décider du sort de la guerre avant même que les légions ne débarquent en Asie. En septembre 191, près de l'île de Coricos, la flotte romaine avait surpris les navires séleucides et remporté une première victoire. Plusieurs villes côtières étaient tombées, dont Dardanus et Sestos sur l'Hellespont. Les Romains prenaient pied sur les rives asiatiques. En mai 190, Antiochos avait tenté une diversion. Il avait envahi le royaume de Pergame, ravageant les campagnes, assiégeant la capitale. Eumène II, le roi de Pergame et allié de Rome, avait été contraint de revenir précipitamment de Grèce pour défendre son royaume. Mais cette offensive terrestre ne changeait rien à l'équilibre naval. En août 190, nouveau désastre. À la bataille de l'Eurymédon, les Rhodiens avaient défait la flotte commandée par Hannibal. Le vieux général n'avait jamais été un amiral. Sa défaite était sans appel. Un mois plus tard, en septembre, une flotte combinée romano-rhodienne écrasait définitivement les Séleucides à Myonnesos. Les survivants de la flotte d'Antiochos se réfugiaient dans leur port, incapables d'empêcher le débarquement romain. La mer Égée appartenait désormais à Rome. Plus rien ne protégeait l'Asie mineure d'une invasion. À Rome, le consul Lucius Cornelius Scipion avait été désigné pour mener cette campagne. Son frère, Publius Cornelius Scipion, le célèbre Africain vainqueur d'Hannibal à Zama, l'accompagnait comme légat. Les deux frères Scipion allaient porter la guerre au cœur de l'empire d'Antiochos. Le débarquement romain en Asie mineure changea la donne. Antiochos comprit que la situation était devenue critique. Ses défaites navales l'avaient isolé. Les Romains avançaient depuis Pergame, ralliés par les cités grecques qui espéraient leur protection. Le roi séleucide devait agir vite. Il rassembla ses forces à Sardes, sa capitale anatolienne, et se prépara à la confrontation. C'est alors qu'un événement extraordinaire se produisit. Les Romains avaient capturé le fils aîné d'Antiochos au cours d'une escarmouche. Le jeune prince était désormais prisonnier. Antiochos, désespéré, tenta de négocier. Il envoya des ambassadeurs au frère Scipion. Ses conditions, il rendrait le fils de Scipion, l'Africain, lui aussi prisonnier des Séleucides depuis peu, sans demander de rançon. En échange, il proposerait une forte somme d'argent si Rome acceptait d'adoucir ses exigences territoriales. L'Africain refusa net. Les conditions de Rome n'étaient pas négociables. Antiochos devait se retirer de toute l'Asie mineure jusqu'au mont Taurus, payer une indemnité colossale, livrer sa flotte et ses éléphants. Pas de compromis possible. Mais alors, coup de théâtre, Scipion l'Africain tomba gravement malade. Apprenant la nouvelle, Antiochos fit un geste inattendu. Il renvoya le fils de Scipion sans condition, par pure générosité. L'Africain, touché, lui fit transmettre un conseil étrange. Qu'Antiochos n'engage aucune action militaire tant que Scipion n'était pas rétabli. Que signifiait ce conseil? Voulait-il vraiment aider Antiochos? Certains historiens pensent que Scipion cherchait à éviter un effondrement total de l'empire séleucide, qui aurait créé un vide politique dangereux en Orient. D'autres suggèrent qu'il voulait être présent à la bataille décisive pour s'assurer de la victoire romaine. Quoi qu'il en soit, Antiochos ne suivit pas ce conseil. Il décida d'engager le combat immédiatement, considérant peut-être que l'absence de Scipion l'Africain affaiblirait le commandement romain. Antiochos choisit Magnésie du Sipyle pour livrer bataille. Ce n'était pas un hasard. Cette région avait déjà été le théâtre d'une grande victoire séleucide. En 281 avant notre ère, son ancêtre Séleucos Ier y avait écrasé Lysimaque à la bataille de Couroupédion, victoire qui lui avait permis de s'emparer de l'Asie mineure. Antiochos espérait que l'histoire se répéterait. Le terrain offrait des avantages stratégiques majeurs. Une vaste plaine s'étendait entre le fleuve Hermos et la rivière Phrygie, assez large pour déployer toute son armée. Sa cavalerie pourrait manœuvrer librement. Ses chars à faux disposeraient de l'espace nécessaire pour charger. Surtout, avec ses 70 000 hommes, il pourrait exploiter pleinement sa supériorité numérique. Les Romains avancèrent depuis Pergame vers Thyatira, s'attendant à y trouver Antiochos. Mais le roi avait déplacé ses forces vers Magnésie,
établissant son camp à une quinzaine de kilomètres au nord-est de la ville. Quand les Romains apprirent que les Séleucides avaient quitté Thyatira, ils marchèrent pendant 5 jours vers la rivière Phrygie. Ils établirent leur premier camp au nord de l'Hermos, à environ 6,5 km du camp séleucide. Antiochos tenta immédiatement de les déloger. Il envoya 1000 cavaliers galates et d'Achaée pour harceler les Romains et les attirer vers une position plus exposée. Les Romains refusèrent le combat. Scipion l'Asiatique ne tomberait pas dans ce piège. Il préférait attendre le moment favorable. 3 jours plus tard, les Romains déplacèrent leur camp. Ils choisirent une plaine en forme de fer à cheval, à environ 4 km du camp séleucide, bordé par les rivières Phrygie et Hermos sur 3 côtés. Cette position défensive limitait l'efficacité de la cavalerie adverse. Les Séleucides ne pourraient pas les encercler facilement. Antiochos envoya un nouveau détachement d'élite de 3000 hommes pour harceler les Romains pendant qu'ils s'installaient. Cette guerre de position dura plusieurs jours. Aucune des deux armées ne voulait attaquer dans des conditions défavorables, mais le temps jouait contre les Romains. L'hiver approchait. Leur ligne de ravitaillement s'étirait dangereusement. La cavalerie séleucide pouvait facilement les couper. Scipion l'Asiatique devait remporter une victoire décisive avant d'être remplacé par un nouveau consul envoyé depuis Rome. Il ne pouvait ni attaquer le camp fortifié des Séleucides, ni se permettre une longue retraite qui démoraliserait ses troupes. Les Romains prirent alors une décision audacieuse. Ils avancèrent jusqu'au point où la Phrygie faisait un angle droit vers le nord, laissant leur flanc droit exposé, non protégé par les rivières. C'était un défi direct. Antiochos accepta. À l'aube du 3e jour après cette manœuvre, il rangea son armée en bataille. Les deux armées qui allaient s'affronter représentaient 2 visions radicalement différentes de l'art militaire. L'armée d'Antiochos était une création hybride, mélangeant tradition macédonienne, innovation perse et mercenaires de tout l'Orient. Le cœur de son dispositif était la phalange. 16 000 phalangites disposés en 10 rangs, armés de sarisses, ces longues piques de 6 mètres qui formaient un mur de fer impénétrable. Cette formation avait fait la gloire d'Alexandre et de Philippe de Macédoine. Elle était redoutable de face, écrasante quand elle avançait en bloc compact, mais la phalange avait ses faiblesses. Elle manquait de flexibilité. Une fois engagée, elle ne pouvait plus manœuvrer. Si elle rompait sa formation, si elle était attaquée sur les flancs ou à revers, elle devenait vulnérable. Les phalangites, serrés les uns contre les autres, portant de lourdes armures et manipulant des armes encombrantes, peinaient à combattre individuellement. Antiochos avait tenté de compenser ses faiblesses en ajoutant d'autres éléments à son armée. Sur son aile droite, il avait placé sa meilleure cavalerie, 3000 cavaliers lourds, des cataphractaires équipés comme lui-même d'armures complètes, montés sur des chevaux bardés de fer. Avec eux, 1000 cavaliers galates, guerriers féroces venus d'Anatolie centrale. Et encore 1000 d'Achaée, des cavaliers archers des steppes, rapides et insaisissables. Antiochos commanderait personnellement cette aile, cherchant à reproduire les charges dévastatrices d'Alexandre. Sur son aile gauche, son fils Séleucos commandait une force similaire, 1500 cavaliers, auxquels s'ajoutaient les chars à faux. Ces engins terrifiants, équipés de lames tranchantes fixées aux essieux, étaient censés briser les formations ennemies et semer la panique. Derrière la cavalerie, 1000 frondeurs et 1000 archers crétois assuraient le soutien à distance. Entre les 2 ailes de cavalerie, la phalange formait le centre, et de part et d'autre de cette phalange, Antiochos avait placé une arme qu'il croyait décisive, 54 éléphants de guerre. Ces monstres asiatiques, bien plus imposants que les éléphants africains, étaient bardés d'armures. Sur leur dos, des tours transportèrent des archers. Ces bêtes terrifiaient les chevaux ennemis, brisaient les formations d'infanterie, servaient de forteresses mobiles. Antiochos les avait placés entre les différentes divisions de sa phalange, pensant qu'ils empêcheraient toute percée romaine. L'armée romaine était bien plus modeste, 30 000 hommes au total, mais une organisation radicalement différente. Pas de phalange massive. Les légionnaires romains combattaient en manipules, petites unités indépendantes disposées en 3 lignes. Les Hastati, les plus jeunes, formaient la première ligne. Derrière eux, les principes, soldats d'âge mûr et plus expérimentés. Enfin, les Triarii, vétérans aguerris qui ne combattaient qu'en dernier recours. Cette disposition en échiquier permettait une flexibilité extraordinaire. Les manipules pouvaient se déplacer indépendamment, s'adapter au terrain, se replier et contre-attaquer
sans rompre l'ensemble de la formation. L'équipement du légionnaire favorisait le combat rapproché. Un bouclier large, un casque, une cuirasse, un pilum à lancer avant le choc, puis un gladius, cette épée courte redoutable en corps à corps. Le légionnaire était formé pour combattre individuellement, en tirant parti de sa mobilité et de sa force. Là où le phalangite dépendait de ses camarades pour maintenir la formation, le légionnaire pouvait se débrouiller seul. Scipion avait divisé son armée en 3 corps. L'aile gauche comptait 10 800 fantassins lourds romains et alliés, accompagnés de 4 escadrons de cavalerie. Le centre, également fort de 10 800 hommes, était commandé personnellement par Scipion. L'aile droite était dirigée par Eumène II, le roi de Pergame. 2800 à 3000 cavaliers, majoritairement romains, renforcés par 800 cavaliers pergamiens. Devant la ligne principale romaine, 3000 fantassins légers achaïens et pergamiens formaient un écran protecteur, accompagné de 800 archers crétois et illyriens. L'arrière-garde comptait 2000 volontaires thraces et macédoniens. Et puis, il y avait les éléphants romains, seulement 16, des éléphants africains capturés lors des guerres puniques. Ils étaient plus petits que les éléphants asiatiques d'Antiochos, jugés inférieurs. Mais leur simple présence pourrait peut-être neutraliser l'avantage psychologique des pachydermes adverses. Les Romains étaient en infériorité numérique 2 contre 1. Ils avaient moins de cavalerie, moins d'éléphants, pas de chars. Mais ils compensaient par la discipline, l'entraînement et surtout par cette flexibilité tactique qui avait déjà brisé les phalanges macédoniennes à cynocéphale. L'aube se levait à peine quand la bataille commença. Un brouillard léger s'élevait des rivières, nimbant les plaines d'une brume fantomatique. 70 000 hommes se faisaient face, silencieux, tendus. Les trompettes résonnèrent, les tambours martelèrent. La terre elle-même sembla trembler sous le poids des armées. Eumène II, sur l'aile droite romaine, prit l'initiative. Il ne voulait pas laisser l'ennemi dicter le rythme du combat. Il lança en avant ses archers, ses frondeurs et ses lanciers. Leur mission était claire: harceler l'aile gauche séleucide, provoquer une réaction, désorganiser l'ennemi avant le choc principal. Les projectiles s'abattirent sur les chars à faux qui attendaient en première ligne. Les flèches crépitaient sur les armures métalliques. Les pierres de fronde fracassaient les bois, blessaient les chevaux. Les conducteurs de chars tentèrent d'abord de tenir leur position protégée derrière leurs machines. Mais sous ce déluge incessant, les chevaux paniquèrent. Ces animaux, malgré leur entraînement, ne supportaient pas longtemps d'être criblés de projectiles. Ils ruaient, cabraient, brisaient leurs attelages. L'ordre fut donné. Les chars à faux chargèrent, espérant briser les lignes ennemies avant d'être complètement neutralisés. C'était un spectacle terrifiant. Ces machines de guerre fonçaient à toute vitesse, leurs lames tourbillonnantes prêtes à déchiqueter tout ce qui se trouvait sur leur passage. Les fantassins légers achaïens et pergamiens eurent juste le temps de s'écarter. Les troupes d'Eumène étaient entraînées pour ce type de manœuvre. Elles ouvraient des couloirs dans leurs rangs, laissant passer les chars qui se perdaient alors derrière les lignes sans causer de dégâts. Certains chars réussirent à percuter les formations ennemies. Le carnage fut terrible sur ces points de contact. Les hommes étaient littéralement taillés en pièces, mais la plupart des chars manquèrent leur cible, déviant de leur trajectoire, se renversant dans leur course folle. D'autres furent interceptés par les javelots romains qui tuaient les conducteurs ou les chevaux, transformant ces engins de mort en obstacles inertes. La charge des chars avait échoué. Pire, elle avait désorganisé toute l'aile gauche séleucide. Les cavaliers de Séleucos, le fils d'Antiochos, attendaient derrière les chars. Ils avaient été perturbés par cette charge ratée. Maintenant, les troupes légères d'Eumène se rapprochaient, maintenant la pression. La cavalerie de Séleucos ne pouvait plus rester passive. Elle chargea à son tour, cherchant à repousser ses troupes légères gênantes. Ce fut une erreur tactique majeure. En engageant sa cavalerie trop tôt, sans coordination avec le reste de l'armée, Séleucos ouvrait un flanc dangereux. Eumène avait prévu ce mouvement. Ses cavaliers attendaient en réserve, frais, bien positionnés. Le choc fut brutal. Les cavaliers pergamiens et romains d'Eumène s'abattirent sur l'aile gauche séleucide avec une violence inouïe. Les cavaliers de Séleucos, déjà désorganisés par l'échec des chars, furent submergés. Ils tentèrent de résister, mais face à des adversaires mieux coordonnés, plus nombreux à ce point précis du champ de bataille, ils cédèrent. La déroute commença. Les cavaliers séleucides tournèrent bride, fuyant vers leur camp.
Séleucos lui-même dut battre en retraite. Toute l'aile gauche d'Antiochos s'effondrait. Les 2000 frondeurs et les 1000 archers crétois qui soutenaient cette aile furent abandonnés. Certains tentèrent de résister. La plupart furent massacrés ou capturés. Eumène ne s'arrêta pas là. Poursuivant sa victoire, il lança ses cavaliers contre le camp séleucide lui-même, désormais sans défense sur ce flanc. Le camp fut pris d'assaut. Les tentes furent pillées, les réserves de vivres, les bagages, les trésors de guerre, tout fut saisi. Pendant ce temps, sur le reste du champ de bataille, la bataille faisait rage. Au centre, les légions romaines avançaient méthodiquement vers la phalange séleucide. Les légionnaires marchaient en rang serré, boucliers levés, pilas à la main. Derrière eux, les manipules suivaient, prêts à s'engager. Face à eux, 16 000 phalangites attendaient, Saris pointé en avant. Ce mur de fer s'étendait sur plus d'1 kilomètre de large. Les pointes des piques scintillaient au soleil levant. Les phalangites criaient leur chant de guerre, frappant leurs boucliers pour effrayer l'ennemi. À 100 mètres, les Romains lancèrent leurs pilas. Des milliers de javelots s'abattirent sur la phalange. Beaucoup furent arrêtés par les boucliers, par les armures. Mais certains trouvèrent leur cible, tuant ou blessant des phalangites. La formation séleucide vacilla légèrement, mais tint bon. Les phalangites se serrèrent davantage, resserrant les rangs pour combler les trous. Puis ce fut le choc. Les deux formations s'entrechoquèrent dans un fracas de métal assourdissant. Les légionnaires tentaient de percer avec leurs gladis, frappant entre les saris, cherchant les points faibles. Les phalangites poussaient de toute leur force, maintenant leurs longues piques en avant, empêchant l'ennemi de s'approcher. L'affrontement était féroce, mais la phalange tenait. Sa cohésion, sa masse lui donnaient un avantage décisif dans ce combat frontal. Les Romains ne parvenaient pas à la briser. Scipion observait la situation avec inquiétude. Si le centre ne cédait pas rapidement, l'avantage gagné par Eumène sur l'aile droite serait inutile. Il devait trouver une solution. C'est alors que les archers et frondeurs romains entrèrent en action. Placés sur les côtés, ils commencèrent à bombarder les flancs de la phalange. Les projectiles pleuvaient de biais, atteignant les phalangites qui n'étaient protégés que frontalement. Les hommes tombaient. La formation commençait à se disloquer sur les bords. Les éléphants séleucides, placés entre les divisions de la phalange, devaient empêcher ce type de manœuvre. Mais ces monstres, sous le feu nourri des projectiles, commençaient à paniquer. Les éléphants sont des animaux intelligents, sensibles. Quand ils sont blessés, quand ils ont peur, ils deviennent incontrôlables. Les cornacs perdèrent le contrôle. Plusieurs éléphants firent demi-tour, chargeant à travers leurs propres rangs. La catastrophe se produisit. Les éléphants paniqués écrasèrent les phalangites, piétinant hommes et équipements. La formation si compacte ne pouvait s'écarter assez vite. Des sections entières de la phalange furent disloquées. Des brèches s'ouvraient dans le mur de Saris. Les phalangites, qui dépendèrent de leur cohésion pour survivre, se retrouvaient isolés, vulnérables. Les légionnaires exploitèrent immédiatement ces ouvertures. Les manipules s'engouffraient dans les brèches, attaquant les phalangites sur les flancs et par derrière. Les longues saris devenaient un handicap en combat rapproché. Les phalangites tentaient de jeter leurs piques pour dégainer leurs épées, mais c'était trop tard. Les gladies romains faisèrent des ravages. Le combat tournait au massacre. La phalange commença à reculer, d'abord lentement en essayant de maintenir un semblant d'ordre, puis de plus en plus vite, alors que la panique se propageait. Les phalangites comprirent qu'ils allaient être encerclés. Sur leur flanc gauche, l'armée de Séleucos avait déjà fui. Sur leur flanc droit, la cavalerie d'Antiochos était absente, engagée ailleurs sur le champ de bataille. Ils étaient seuls face aux légions romaines. Les premiers abandonnèrent leurs armes et coururent vers le camp. D'autres suivirent. En quelques minutes, la retraite organisée se transforma en déroute générale. 16 000 phalangites jetaient leurs saris, leurs boucliers, leurs armures, tout ce qui les ralentissait, et fuyaient pour sauver leur vie. Les légionnaires les poursuivaient, tuant ceux qui ne couraient pas assez vite. Pendant que le centre s'effondrait, Antiochos ignorait tout du désastre. Sur l'aile droite séleucide, le roi menait sa propre bataille. Contrairement à son fils Séleucos, Antiochos avait remporté un succès éclatant. Sa charge de cavalerie lourde avait enfoncé l'aile gauche romaine. Les cataphractaires, ces cavaliers entièrement cuirassés, avaient balayé la cavalerie romaine dans un choc titanesque. Les cavaliers galates et d'Ahaé, combattant aux côtés du roi, avaient enfoncé l'infanterie légère. La cavalerie romaine de l'aile gauche, en infériorité numérique, n'avait pu tenir. Elle avait rompu, fui vers l'arrière. Antiochos, grisé par la victoire, poursuivit l'ennemi avec acharnement. Il voulait détruire complètement cette aile, empêcher toute possibilité de regroupement. Mais cette poursuite l'entraîna loin du champ de bataille principal.
les cavaliers séleucides s'éparpillèrent, chassant les fuyards sur plusieurs kilomètres. Certains atteignirent le camp romain, espérant le piller comme eux-mêmes avaient pillé le camp séleucide. Mais le camp romain était bien défendu. Les réserves romaines, les blessés encore capables de tenir une arme, les servants de camp, tous se mobilisèrent. Les cavaliers séleucides se heurtèrent à une résistance inattendue. Le camp était entouré de palissades, de fossés. Les Romains tiraient depuis les remparts, lançaient des javelots, des pierres. Les cavaliers ne pouvaient franchir ces défenses. Pire, ils se retrouvaient coincés dans un espace restreint, incapables de manœuvrer efficacement. Antiochos comprit que l'assaut du camp était voué à l'échec. Il rassembla ses cavaliers et décida de revenir vers le centre du champ de bataille pour prêter main forte à sa phalange. C'est en revenant qu'il découvrit l'étendue du désastre. Son armée n'existait plus. La phalange s'était effondrée. Son camp était pris. Des dizaines de milliers d'hommes fuyaient en désordre, poursuivis par les légionnaires romains. Le roi tenta désespérément de rallier ses troupes. Il se plaça sur le chemin des fuyards, criant des ordres, essayant de réformer une ligne. Quelques officiers fidèles tentèrent de l'aider. Mais c'était inutile. Les soldats, terrifiés, démoralisés, ne répondaient plus aux ordres. Ils voulaient juste s'échapper, rentrer vivants chez eux. Antiochos dut se résoudre à l'évidence. La bataille était perdue. Il ne pouvait plus rien faire. Rester sur le champ de bataille signifiait être capturé ou tué. Il fallait sauver ce qui pouvait l'être. Le roi rassembla les quelques centaines de cavaliers encore avec lui et se dirigea vers Sardes, sa capitale anatolienne, à une centaine de kilomètres de là. Quand le silence retomba enfin sur les plaines de Magnésie, le spectacle était apocalyptique. Des milliers de corps jonchaient le sol, des armes brisées, des armures éventrées, des bannières piétinées. Les champs autrefois verdoyants étaient rougis de sang. Les corbeaux commençaient déjà à tournoyer au-dessus du carnage. Les historiens antiques nous ont laissé des chiffres vertigineux. Tite-Live affirme que les Séleucides perdirent 50 000 fantassins et 3 000 cavaliers tués. 15 000 prisonniers s'ajoutaient à ce bilan catastrophique. Du côté romain, les pertes étaient dérisoires. 24 cavaliers, 300 légionnaires selon les sources. Eux-mêmes auraient perdu seulement 15 cavaliers. Ces chiffres sont probablement exagérés. Les historiens romains avaient tendance à amplifier les victoires de Rome et à minimiser les pertes. Mais même en corrigeant ces excès, la disproportion reste évidente. Les Romains avaient infligé une défaite totale, écrasante aux Séleucides. Plusieurs facteurs expliquent cette déroute. D'abord, la qualité des troupes. Une grande partie de l'armée séleucide était constituée de recrues fraîchement levées, sans expérience du combat. Antiochos avait rassemblé cette armée en quelques mois, tirant des contingents de tout son empire. Certains soldats n'avaient jamais combattu ensemble auparavant. Les légionnaires romains, au contraire, étaient des professionnels entraînés, rompus aux campagnes, disciplinés. Ensuite, la tactique. La phalange macédonienne, malgré sa réputation, souffrait de faiblesses structurelles. Elle était redoutable de face mais vulnérable sur les flancs. Elle manquait de flexibilité. Une fois désorganisée, elle ne pouvait se reformer. Les Romains l'avaient compris depuis leur victoire à Cynocéphale. Ils savaient comment briser une phalange. Harcèlement à distance, exploitation des brèches, attaque latérale. La légion romaine, avec ses manipules indépendants, était bien mieux adaptée aux réalités du combat. Les éléphants, censés être un atout décisif, s'étaient retournés contre leur propre camp. Ces animaux, mal contrôlés, avaient semé le chaos dans les rangs séleucides. Les Romains, après des décennies de guerre contre Carthage, savaient comment gérer les éléphants. Ils les harcelaient à distance, les effrayaient, les poussaient à paniquer. Enfin, le commandement. Antiochos avait commis une erreur stratégique majeure en poursuivant l'ennemi sur son aile droite, au lieu de coordonner ses efforts avec le centre. Quand il était revenu, il était trop tard. Scipion, au contraire, avait maintenu le contrôle de ses troupes, exploité les faiblesses de l'ennemi, gardé des réserves pour le moment décisif. Antiochos regagna Sardes dans la nuit, accompagné des débris de son armée. Quelques milliers d'hommes seulement avaient réussi à s'échapper. Le reste était mort, prisonnier ou dispersé dans la nature. Le roi comprit immédiatement que tout était fini. Il ne pourrait jamais rassembler une autre armée assez puissante pour défier Rome. Les ressources financières de son empire étaient épuisées. Les satrapies orientales, toujours promptes à la rébellion, profiteraient de cette faiblesse pour reprendre leur indépendance. Dès le lendemain de la bataille, Antiochos envoya son principal ministre, Zeuxis, négocier avec les Scipions. Les discussions eurent lieu à Sardes même. Les conditions romaines étaient draconiennes. Antiochos devait évacuer toute l'Asie mineure jusqu'au mont Taurus. Tous ces territoires, conquis au prix de tant d'efforts, lui échappaient définitivement.
Les cités grecques d'Anatolie seraient libres ou redistribuées aux alliés de Rome, principalement Pergame et Rhodes. Le roi devait également livrer sa flotte de guerre, à l'exception de 10 navires. Tous ces éléphants de guerre seraient confisqués. Son armée serait limitée à des effectifs défensifs, incapables de menacer qui que ce soit. Pire encore, il devait payer une indemnité de guerre colossale. 15 000 talents d'argent, somme astronomique, qui représentait plusieurs années de revenus de l'Empire. Cette indemnité serait versée en 12 annuités, maintenant ainsi la pression économique pendant plus d'une décennie. Rome exigeait aussi 20 otages de haut rang, garantissant que le traité serait respecté. Parmi ces otages figurerait le propre fils d'Antiochos, le futur Antiochos IV. Et puis il y avait Hannibal. Le vieux général carthaginois, l'ennemi juré de Rome, devait être livré. Antiochos refusa cette dernière clause. Malgré sa défaite, malgré l'humiliation, il ne voulait pas trahir l'homme qui lui avait fait confiance. Hannibal, prévenu, réussit à fuir la cour séleucide avant l'arrivée des Romains. Il passerait les dernières années de sa vie à errer de cour en cour, fuyant toujours Rome, avant de se suicider pour échapper à la capture. Les négociations se poursuivirent. Un premier traité fut signé à Sardes en 189, puis une commission sénatoriale romaine, accompagnée du proconsul Manlius Vulso et de 10 légats, arriva en Asie pour finaliser les détails. Le traité définitif fut signé à Apamée en Phrygie en 188. Les bénéficiaires principaux de cette paix furent les alliés de Rome. Eumène II de Pergame récupéra l'essentiel de l'Asie mineure occidentale. La Phrygie hellespontique, la Mysie, la Lydie, la Lycie, la Phrygie majeure, toutes ces régions passèrent sous son contrôle. Pergame devenait du jour au lendemain l'une des puissances majeures de l'Orient hellénistique, un état tampon entre Rome et les royaumes plus lointains. Rhodes obtenait la Lycie et la Carie, étendant considérablement son influence maritime. Les cités grecques qui avaient soutenu Rome avant la bataille virent leur indépendance garantie. Tout le monde était récompensé, sauf les Séleucides. Les conséquences de Magnésie dépassèrent largement le sort d'Antiochos III. La bataille marqua un tournant historique majeur. Avant Magnésie, l'Empire séleucide était l'une des 3 grandes puissances du monde hellénistique, avec l'Égypte ptolémaïque et la Macédoine. Après Magnésie, il n'était plus qu'un royaume oriental de second rang. Antiochos III ne survécut pas longtemps à son humiliation. L'indemnité de guerre imposée par Rome saignait son trésor. Le roi devait trouver des fonds, rapidement. En 187, il décida de piller le temple de Bélos en Élimaïde, dans l'actuel Iran. Ces temples accumulaient d'immenses richesses, offrandes des fidèles sur des siècles. Antiochos pensait pouvoir s'en emparer facilement. Ce fut sa dernière erreur. La population locale se révolta. Les prêtres du temple mobilisèrent les tribus de la région. Antiochos et sa petite escorte furent attaqués de nuit. Le roi, l'homme qui avait failli reconstituer l'empire d'Alexandre, qui s'était proclamé grand roi, fut tué comme un vulgaire bandit le 3 ou 4 juillet 187. Son fils Séleucos IV lui succéda, mais le mal était fait. L'empire ne se relèverait jamais. Les décennies suivantes virent le démembrement progressif de l'empire séleucide. Les satrapies orientales reprirent leur indépendance. Les Parthes, peuple nomade d'Asie centrale, commencèrent à grignoter les territoires de Mésopotamie et de Perse. En 140, ils s'empareraient de Babylone elle-même, cœur historique de l'Empire. Les cités de Syrie se révoltèrent à leur tour. La dynastie séleucide se déchira dans des guerres civiles fratricides. En 64 avant notre ère, Pompée, le général romain, annexerait purement et simplement la Syrie, transformant les derniers lambeaux de l'Empire en province romaine. L'Égypte ptolémaïque suivrait un destin similaire. Affaiblie par ses propres guerres civiles, incapable de s'opposer à Rome, elle deviendrait un protectorat romain de fait. La bataille d'Actium en 31 avant notre ère et le suicide de Cléopâtre marqueraient la fin de l'indépendance égyptienne. Rome avait brisé les derniers grands royaumes hellénistiques. L'Orient, depuis Alexandre, avait été dominé par des monarchies grecques. Magnésie marquait la fin de cette ère. Rome imposait désormais son ordre, non pas en annexant directement ses territoires, pas immédiatement, mais en créant un réseau d'États clients, de royaumes vassaux, de cités libres, qui devaient leur existence à la protection romaine. Du point de vue militaire, Magnésie confirmait ce que Cynocéphales avait annoncé. La légion romaine était supérieure à la phalange macédonienne. Cette supériorité ne venait pas d'un équipement meilleur ou de soldats plus braves. Elle venait de l'organisation, de la flexibilité, de la capacité d'adaptation. La phalange macédonienne était un héritage de Philippe II et d'Alexandre le Grand. Elle avait dominé les champs de bataille pendant plus d'un siècle.
mais elle était devenue obsolète. Dans un monde où les batailles se déroulaient sur des terrains variés, où la coordination entre différents types de troupes était essentielle, où l'infanterie devait pouvoir manœuvrer rapidement, la rigidité de la phalange était un handicap fatal. Les Romains avaient compris que la guerre ne se gagnait pas seulement par la force brute. Elle se gagnait par la discipline, l'entraînement, la capacité à s'adapter aux circonstances. Leurs manipules pouvaient combattre en formation serrée ou dispersée, sur terrain plat ou accidenté, de front ou sur les flancs. Leurs légionnaires étaient formés pour penser par eux-mêmes, prendre des initiatives quand les officiers n'étaient pas là. Cette révolution militaire s'accompagnait d'une révolution politique. Rome avait développé un système de commandement remarquablement efficace. Les consuls élus chaque année menaient les armées. Mais ils étaient soutenus par des légats expérimentés, des tribuns compétents, toute une hiérarchie qui assurait la continuité. Les officiers romains étudiaient la guerre. Ils lisaient les traités grecs sur l'art militaire. Ils analysaient leurs défaites pour en tirer des leçons. Antiochos, au contraire, avait mené la bataille comme Alexandre 2 siècles plus tôt, charge de cavalerie lourde sur un flanc, en espérant que la phalange au centre tiendrait assez longtemps. Cette tactique avait fonctionné contre les Perses, contre les armées orientales mal organisées. Elle ne fonctionnait plus contre Rome. Pour les deux frères Scipion, Magnésie fut un triomphe. Scipion l'Asiatique reçut son surnom en reconnaissance de cette victoire, comme son frère avait reçu le titre d'Africain après Zama. Rome leur organisa un triomphe grandiose. Les deux frères défilèrent dans les rues de la ville, accompagnés de leurs légions victorieuses, exhibant le butin capturé à Antiochos. Des éléphants, des armes exotiques, des prisonniers enchaînés, des coffres remplis d'or et d'argent. Mais ce triomphe serait leur dernière heure de gloire. Les ennemis politiques des Scipions, menés par Caton l'Ancien, attendèrent leur moment. Ils accusèrent les deux frères d'avoir détourné une partie de l'indemnité de guerre payée par Antiochos. Le procès des Scipions, entre 187 et 184, fut un scandale politique majeur. Scipion l'Africain, malade, refusa de se présenter au procès. Il se retira dans sa propriété de Liternum en Campanie, où il mourut peu après, amer et déçu. Son frère Scipion l'Asiatique fut condamné, bien que la sentence fût relativement clémente. Rome n'était pas tendre envers ses héros. Les Scipions avaient sauvé la République contre Carthage, brisé la puissance des Séleucides. Mais ils étaient devenus trop puissants, trop populaires. L'oligarchie sénatoriale ne pouvait tolérer qu'une seule famille accumule autant de gloire. La carrière politique des Scipions s'achevait dans la disgrâce, rappelant que Rome était une république, pas une monarchie, et que personne n'était au-dessus des institutions. Magnésie nous enseigne plusieurs leçons fondamentales sur la nature du pouvoir et de la guerre dans le monde antique. La première leçon concerne la supériorité de l'organisation sur la force brute. Antiochos disposait d'une armée 2 fois plus nombreuse, d'éléphants, de chars, de cavalerie lourde. Sur le papier, il aurait dû gagner facilement, mais l'armée romaine, mieux organisée, mieux commandée, mieux entraînée, l'emporta. La deuxième leçon porte sur l'importance de l'adaptabilité. Rome avait appris de ses défaites. Après avoir été écrasée par Hannibal à Cannes, elle avait réformé son armée, amélioré ses tactiques. Elle avait étudié ses ennemis, compris leurs points forts et leurs faiblesses. Les royaumes hellénistiques, au contraire, restaient figés dans leurs traditions. Ils combattaient comme Alexandre l'avait fait, sans chercher à évoluer. La troisième leçon concerne la projection de puissance. Rome avait démontré sa capacité à mener des opérations militaires loin de ses bases. Traverser la mer Égée, soutenir une campagne en Asie mineure, maintenir des lignes de ravitaillement sur des milliers de kilomètres, tout cela exigeait une logistique extraordinaire. Les Romains excellaient dans ce domaine. Leurs alliés, Pergame et Rhodes, leur fournissaient des bases locales, du ravitaillement, des renseignements. Rome savait créer des coalitions, récompenser ses alliés, punir ses ennemis. Enfin, Magnésie illustrait la montée en puissance d'un nouveau type d'empire. Rome ne cherchait pas à conquérir directement tout le monde connu. Elle créait un système d'hégémonie indirecte, des États clients, des royaumes vassaux, des cités libres sous protection romaine. Ce système permettait à Rome de contrôler d'immenses territoires sans avoir à les administrer directement, sans disperser ses forces. Les alliés payaient pour leur protection, fournissaient des troupes auxiliaires, maintenaient l'ordre local. Rome n'intervenait militairement que quand ses intérêts vitaux étaient menacés. Magnésie transforma la Méditerranée orientale pour les siècles à venir. Avant cette bataille, l'Orient était un monde multipolaire. Plusieurs grandes puissances se partageaient l'influence. Après Magnésie, il n'y avait plus qu'une seule superpuissance, Rome. Bien sûr, Rome ne dominerait pas immédiatement tout l'Orient.
Il faudrait encore des décennies pour annexer la Macédoine, l'Achaïe, l'Asie mineure, la Syrie, l'Égypte. Mais la trajectoire était claire. Les royaumes hellénistiques, affaiblis, divisés, ne pouvaient plus résister à la pression romaine. Ils deviendraient tous tôt ou tard des provinces romaines. Cette transformation eut des conséquences culturelles profondes. L'Orient hellénistique, malgré ses guerres incessantes, avait été un monde culturellement brillant. Alexandrie, Antioche, Pergame, Athènes, toutes ces villes étaient des centres intellectuels majeurs. Les philosophes, les mathématiciens, les artistes grecs avaient porté la civilisation à des sommets inégalés. Rome allait absorber cette culture, la transformer, l'adapter à ses propres besoins. Les élites romaines commencèrent à apprendre le grec, à lire Homère et Platon, à collectionner les œuvres d'art grecques. Rome se voulait l'héritière de la Grèce, la protectrice de la civilisation hellénistique. Mais cette protection était aussi une domination. Les Grecs, peuple conquis, dépendaient désormais du bon vouloir de Rome. Le monde romain qui émergea après Magnésie était un monde unifié comme jamais auparavant. Pour la première fois dans l'histoire, tout le bassin méditerranéen serait contrôlé par une seule puissance. Ce monde romain permettrait la circulation des idées, des marchandises, des personnes, à une échelle inédite. Il créerait les conditions du développement du christianisme, de la diffusion du droit romain, de l'émergence de nouvelles formes de pensée politique. L'hiver de 190 avant notre ère, dans les plaines de Magnésie du Sipyle, le destin du monde antique bascula. En quelques heures de combat brutal, Rome brisa l'empire séleucide et s'imposa comme la puissance dominante de la Méditerranée. Cette victoire n'était pas un accident. Elle résultait de la supériorité tactique de la légion romaine, de l'efficacité de l'organisation militaire romaine, de la capacité de Rome à créer des alliances durables. Antioche III, le grand roi, l'homme qui avait rêvé de reconstituer l'empire d'Alexandre, mourrait misérablement 2 ans plus tard, tué lors d'un pillage raté. Son empire se démembrerait progressivement, incapable de résister aux pressions internes et externes. La phalange macédonienne, qui avait dominé les champs de bataille pendant plus d'1 siècle, cédait la place à la légion romaine. Magnésie marquait la fin de l'ère hellénistique et le début de la domination romaine. Ce changement d'air aurait des conséquences qui se feraient sentir pendant des siècles. Rome imposerait son ordre, sa langue, son droit, sa culture. Le monde méditerranéen, unifié sous une seule autorité, connaîtrait une période de prospérité relative, la Pax Romana. Mais cette paix avait un prix. L'indépendance des peuples, la diversité des cultures, la liberté des cités, tout cela disparaissait progressivement sous l'hégémonie romaine. Rome apportait l'ordre, la sécurité, la prospérité, mais elle exigeait en retour la soumission totale. Les plaines de Magnésie, témoins silencieux de cette bataille décisive, redeviendraient des champs cultivés. Les fermiers laboureraient ces terres où avaient péri des dizaines de milliers d'hommes. Mais l'histoire n'oublierait pas. Magnésie resterait dans la mémoire collective comme le jour où Rome avait vaincu l'Orient, comme le moment où l'avenir du monde méditerranéen avait été scellé.